Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café Week-end, votre format complémentaire aux épisodes hebdomadaires. Vous le savez, il y a un épisode qui sort chaque mardi soir, normalement, si tout va bien, où vous avez l'essentiel de l'actu tech et de ses enjeux de société. Et on vous met à disposition un épisode complémentaire où on sort un petit peu d'un format trop construit, trop régulier, où on fait des interviews, on fait des dossiers, où on aborde des news complémentaires. Et on diffuse ça le vendredi soir ou parfois un petit peu plus tard dans le week-end, mais on essaie d'être régulier. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver pour ce Tech Café Week-end mon ami Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu? Je vais très très bien, je me réjouis d'être dans Tech Café. Pour une fois qu'on n'est pas tous les deux dans Relife, un autre podcast qu'on vous conseille évidemment sur l'amélioration du quotidien, le développement personnel, c'est cool aussi de se retrouver. Quelque chose me dit d'ailleurs qu'on se retrouvera peut-être encore dans quelques jours avec une autre occasion pour parler purement de tech, dans Tech Café. Mais là, Matt, il était question de parler d'autre chose parce que tu m'as envoyé un message parmi les nombreux messages qu'on échange évidemment sur une conférence et d'ailleurs je pense même peut-être une série de conférences auxquelles tu as assisté puisque du 24 au 26 mai 2022 se tenait, je cite, le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord, le Web à Québec, où tu as assisté à donc plusieurs conférences et présentations qui ont retenu ton attention et l'idée c'était qu'on puisse relayer des petites choses qui t'ont intéressé, qui t'ont marqué et d'ailleurs juste avant qu'on enregistre l'épisode on avait une discussion tous les deux sur un sujet qui vous intéresse, j'imagine, qui est le métavers. On va vous parler de tout ça. Matt, dis-nous peut-être déjà en quelques secondes, c'est quoi le Web à Québec en termes de format? Qu'est-ce que ça représente? Le Web à Québec, ça se trouve dans les hangars des débarquements de croisière à Québec. On est un gros port il y a une grosse activité de croisière qui reprend maintenant suite à la fin de la pandémie, en tous les cas, au fait que ça aille un peu mieux. Et c'est sur 3 jours, c'est 4 tracks, on va dire ça comme ça, des conférences conjointes, keynote au début du matin, keynote à la fin de journée qui regroupe tout le monde. Mais pendant la journée, on peut se promener un peu entre les conférences. Alors, on a des conférences typiquement de développement, des conférences d'innovation, des conférences qui a trait au marketing et des conférences qui sont à trait plus à la communication, l'expérience utilisateur. Alors, tout ce qui est le web, tout ce qui bâtit le web de maintenant, c'est-à-dire le développement et tout ce qui en compose. Pendant 3 jours, plusieurs conférenciers de partout dans le monde qui nous expliquent les nouveautés, les tendances et ce qui nous permet de nous projeter et de planifier en tant que créateur, en tant qu'artisan du web sur ce que va être l'Internet de demain et les sujets qu'il va falloir travailler ou en tous les cas les nouveaux sujets d'études, je dirais. Ça m'a l'air extrêmement riche et j'irais même un peu plus loin, peut-être extrêmement frustrant parce que là je suis sur la programmation, il y a de l'intelligence artificielle, il y a designer la mort, il y a les chatbots, il y a vraiment le streaming, il y a beaucoup de sujets donc j'imagine qu'il y a plus de choses que tu n'as pas pu consulter que de choses que tu as pu consulter mais c'est aussi l'intérêt de ces événements. Et la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tu as assisté au yoga matinal qui avait lieu en présentiel uniquement de 8h30 à 8h55? Je n'ai pas assisté au yoga matinal, mais je dois dire qu'il y avait de nombreux bars. Vous voyez un peu comme si vous avez vu Silicon Valley, si vous avez vu un peu les bureaux de Google, on voit souvent des images où c'est super créatif, avec des gros coussins, des bars, des gens des restaurants un peu partout, des trucs comme ça. Vous voyez ça comme ça? C'est exactement comme ça. Évidemment, pour réveiller le matin, il y a des petites activités. Alors, il y a le yoga, il y a eu des dégustations de thé, il y a des choses comme ça. Bon, je te dirais que c'est un peu la colle entre les conférences parce que quand t'es dans une conférence assez intense d'une heure où quelqu'un vient te parler de GraphQL, l'hypercroissance, te parler de data savvy UX designer, des concepts que ton esprit
est très sollicité, ça fait du bien ces petites séances-là. Alors bon, c'est anecdotique, ça fait toujours rire. Puis on se promène d'une salle à une autre en allant chercher telle collation, tel croissant, tel café. Et puis dans les anecdotes, j'ai vu pour la première fois, la DeLorean qui était exposée au Web à Québec. Il y avait pas juste ça comme exposition, mais évidemment moi, geek que je suis, j'ai pris plusieurs photos, et même qu'on avait une rencontre virtuelle, toi et moi, et je te l'ai avoué, hein, je l'ai avoué à tout le monde sur Internet, sur mon compte Instagram, j'ai préféré aller voir la DeLorean que de te parler. Oui, mais t'as bien raison, je te comprends. J'aurais fait pareil à ta place. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion moi aussi de voir une DeLorean. Je crois qu'il n'a pas tant que ça. J'ai vu aussi d'ailleurs qu'il relance une DeLorean électrique. D'ailleurs, il me semble. Bon, on va pas s'étaler plus que ça. Vraiment, la programmation me fait rêver quand je vois il y a concevoir, enfin rêver, façon de parler. Concevoir un site web dans un contexte de violence conjugale, le désir de connexion, survol des habitudes de consommation de contenu médiatique, etc. Bon, on pourra forcément pas tout reléguer. Ça montre quand même l'intérêt de ce type d'événement en physique après avoir vécu des périodes de distanciation sociale à cause de la pandémie. Tant mieux qu'il y ait des événements physiques. Matt, qu'est-ce qui a retenu ton attention et qu'est-ce que tu voulais avoir l'occasion de nous partager dans ce Tech Café Week-end? Deux choses. Dans cette version, dans cette mouture du WAC là 2022, ça fait plus de 10 ans que ça existe, le WAC, puis j'y participe, j'ai la chance de pouvoir y participer. Cette édition était très, très, très métavers. On se projetait vraiment dans des échelles de temps vertigineuses, du 10, du 20 et du 30 ans. Qu'est-ce qui va arriver? On essayait, en tout cas, et je trouvais ça super intéressant. Alors évidemment, le métavers est arrivé. Blockchain, NFT, on en a parlé, mais métavers, ça a été le sujet dont on a parlé dans beaucoup de conférences. Et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment une conférence qui a été donnée par, et je veux pas écorcher son nom là, Célia Bonnet-Ligéon, qui a l'entreprise Sirdar électrique, et qui nous a parlé de métavers. Nous en a parlé de plusieurs aspects, puis il y a un lien, je pense, avec une conférence que toi aussi tu as suivie sur le métavers. Elle a lancé, figure-toi donc, une agence de voyage pour les métavers. Quelle bonne idée. Parce qu'il y en a plusieurs, et c'est ça qu'on s'est aperçu lors de sa conférence, c'est qu'il y a plusieurs types de métavers, et elle nous montrait un peu les types de métavers qu'il pouvait y avoir, elle nous montrait certains outils, hein, notamment Mozilla fait partie du coffre à outils pour ceux qui veulent faire de la création de métavers, qui veulent créer des outils. Elle nous expliquait que si on trouvait à une certaine époque que de faire adhérer les gens au numérique, c'est-à-dire à un écran, à une tablette, à un téléphone, c'était compliqué, que ça risque aussi d'avoir certains enjeux au niveau du métavers, des métavers, et on dit tout le temps du métavers, mais c'est là que j'ai réalisé qu'il y en a plusieurs. Puis ça faisait partie des enjeux qu'elle expliquait. Elle disait, le problème des métavers, c'est que il y en a qui sont publics, hein, il y a des gouvernements, il y a des paliers de gouvernement. Exemple, Séoul, d'ici 2025, va obliger ses fonctionnaires, la ville, va obliger ses fonctionnaires à offrir les services au même titre que dans dans le vrai monde, que dans le virtuel. Et c'est des affaires farfelues, que tu penses farfelues, mais que peut-être ça fera bien du sens dans 15 ans, 20 ans. Ah, Séoul aura été la première à offrir les services dans le métavers. Mais ce qu'elle expliquait, c'est que d'abord, des fois, ça prend du matériel, plus souvent qu'autrement, ça prend du matériel d'ailleurs. Ça peut être sur des navigateurs, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus immersif quand t'es là-dedans. Ça peut avoir des relations physiques, tu sais, tu peux avoir des enjeux par rapport à ça. Mais elle expliquait aussi que il faut qu'il y ait une multiplicité de métavers. Il faut que les métavers, au même titre que les sites web, que les plateformes, qu'Internet en fait, comment il a été bâti, qu'il y ait une démocratisation de ça, parce que on se verrait mal tous les humains être dans le métavers de Facebook, par exemple, ou tous les humains être dans le métavers de Microsoft. Ce qui amène des choses que j'avais pas réalisées, des enjeux de données, tu sais, une entreprise va disposer de
tes usages vont disposer d'informations bien personnelles, mais là encore plus parce que l'entreprise va savoir ce que tu regardes, qu'est-ce qui attire ton œil, tes mimiques physiques, ta voix qui est une empreinte en tant que telle numérique, de plein de concepts et elle nous a amené là-dedans et si vous connaissez pas le métavers, si vous voulez savoir par où partir parce qu'il y en a plusieurs, je vous conseille son site qu'elle a lancé, son agence de voyage s'appelle voyage.pizza et c'est voyage super au intéressant. Oui, voyage au singulier. C'est super intéressant de voir ça. Elle expliquait aussi sa démarche créative de comment on prend une trace qu'on a été dans un métavers. Alors eux autres, ils ont réfléchi, ils ont décidé que le selfie du métavers, c'était un élément un peu historique de ma visite dans un métavers. Elle expliquait aussi qu'il y a des modes, il y a des façons de s'habiller, puis que qui commence à l'expliquer à un moment donné qu'elle était dans un métavers, elle se promenait, puis elle se rend compte qu'elle arrive en pleine séance de travail, d'une équipe de travail qui a décidé de commencer à travailler dans le métavers. Il va y avoir de la bienséance, il va falloir trouver des moyens pour que quand on travaille, que pas n'importe qui vienne te déranger dans les métavers. Alors, c'était vraiment super intéressant et ça m'a allumé sur plein d'aspects, que ce soit éthique, que ce soit de nature même géopolitique. Là, le métavers, il appartient à qui? Si il y a un métavers qui est créé et qui devient de plus en plus populaire, mais qui appartient à un État, ça peut avoir certains enjeux. Fait que bref, au niveau des métavers, même si c'est très très niche, c'est pas encore très très utilisé, il y a des éléments qui sont à se soucier au même titre que quand on a bâti l'internet, je te dirais. Ouais, c'est super intéressant parce que ce concept de métavers qu'on a largement critiqué, d'ailleurs dans Tech Café, oui. Je fais des petits clins d'œil à Guillaume Poggiaspala, mais je m'inscris aussi dans ses discours et dans ses chroniques à ce sujet, montre à quel point on est aussi sur des concepts encore extrêmement flous, qui sont des intentions finalement d'interaction, mais qui sont pas du tout formalisées. Et l'autre jour, j'ai eu un déclic, effectivement, tu évoquais une présentation que j'ai eue, je vais les citer parce que ça mérite vraiment, c'est une agence qui s'appelle Carré Noir, dans le cadre de mon autre travail, ils nous ont fait une présentation assez cool, je trouve, en matière de métavers, parce que elle s'adressait vraiment à tout le monde, si jamais vous êtes un peu allergique à la techno, ou au contraire un peu intéressé, finalement, elle vous apporte des éléments de visibilité et leur manière de présenter les choses permettait de mieux les appréhender et de mieux se les approprier, je trouve. En fait, ils ont fait une définition au travers des composantes, plutôt des critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un métavers. Donc eux, ils décrivent le fait que un métavers doit permettre des fonctionnalités d'avatar, donc que vous soyez incarné par un avatar et que vous puissiez interagir avec d'autres avatars. Il faut que ce métavers soit persistant. Donc en gros, qui s'arrête jamais, qui redémarre pas, qui se mette jamais en pause. Enfin un environnement où les mises à jour ne vous empêchent pas d'interagir avec des appareils. Youpi. Il faut qu'il soit synchrone, donc tous les événements se déroulent au même moment pour tout le monde, pour tous ceux qui sont connectés. Il faut qu'il soit interactif, c'est-à-dire que les contenus et les expériences puissent être créés par les utilisateurs pour d'autres utilisateurs. On dépasse vraiment le web 2.0 et ce concept de contenu qui est créé par les internautes. Il faut qu'il y ait une économie fonctionnelle et il faut surtout, et c'est peut-être l'élément essentiel, qu'il soit interopérable. Et je trouve, en fait, le fait de définir ces 6 critères comme étant des composantes d'un métavers permet de vraiment mieux les appréhender et surtout de mieux appréhender ce que sont aujourd'hui les proto-métavers, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrais métavers qui répondent à tous ces critères-là. Et donc, les exemples, on peut les balayer super vite, mais GTA Online, Grand Theft Auto, le jeu, est finalement quelque part un proto-métavers. Fortnite, Second Life, que vous connaissez probablement bien. Roblox, ou encore Minecraft. Mais on a aussi des choses qui sont un peu moins axées jeux, comme Horizon Worlds, comme Roblox est plus quelque chose d'hybride, mais plutôt orienté jeu. Il y a Sandbox, forcément The Sandbox, Decentraland. Bref, c'était juste très intéressant pour moi d'arriver à faire la différence entre le concept de métavers qui est super flou et le concept de métavers vraiment bien établi avec ses 6 critères et les concepts de proto-métavers. Je trouvais ça assez cool. Ça recoupait un peu ce que tu avais pu apprendre dans les conférences? Ouais, totalement. C'est vraiment en phase avec ce que j'ai eu comme conférence là, d'avoir en tous les cas tous ces guides là pour aller dans
la création de métavers. Mais c'est super intéressant de voir qu'il y a déjà des municipalités, par exemple, dans la présentation, des municipalités qui recréent des écosystèmes touristiques dans le métavers. Je pense que c'est Lyon ou une ville en France qui a recréé complètement la ville en métavers pour que les gens puissent aller voyager dans la ville. Ce qui pose des questions d'enjeux économiques, là. Qui finance? Pourquoi? Les entreprises qui sont sur place, comment les revenus vont arriver? Les taxes pour les commerces vont-ils être diminués s'il y a l'utilisation du métavers? Bref, il y a plein de trucs là-dedans. Mais je trouvais ça intéressant de le voir sous un autre angle, plus sous un angle de transparence, sous un angle de faut s'en soucier parce que sinon les compagnies vont peut-être s'en soucier à notre place. Clairement. Et puis les questions juridiques sur la propriété notamment. Là aussi on a déjà abordé ça un petit peu dans Tech Café. Un point aussi dans les métavers, un truc sur lequel tu peux avoir une forme de déclic quand tu as cette approche-là, c'est aussi de te dire que comme ça doit être des dispositifs interopérables, il faut trouver un moyen d'échanger de la donnée. Alors est-ce que c'est sur les nomenclatures de l'information ou est-ce que c'est sur une décentralisation de l'information, comme il y en a beaucoup qui le présentent avec de la blockchain, avec des NFT pour les propriétés. Bon, c'est des questions auxquelles on pourra pas clairement répondre dans un Tech Café Week-end, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et ce que je trouvais aussi très cool d'ailleurs dans la présentation, je vais terminer là-dessus de mon côté, mais que j'avais eu, c'était que l'agence listait également les défis et les limites qu'il y avait autour de ces concepts de métavers, notamment les défis sociétaux, donc là où on dénonce une hyperconnexion aujourd'hui, une gestion de la donnée, qu'est-ce que ça peut donner là-dedans, des défis économiques, notamment une spéculation abusive qu'il va falloir arriver à anticiper, des défis technologiques, parce que c'est peut-être pas demain la veille qu'on aura des infrastructures technologiques qui permettront d'offrir le métavers avec les 6 critères que je listais, et surtout aussi des défis écologiques qui sont presque maintenant tellement évidents qu'on peine à les rappeler, et pourtant ils sont tellement essentiels compte tenu des enjeux qu'on a sur le réchauffement climatique. Justement, peut-être aussi sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de consommation du numérique de manière un petit peu plus éthique, il y avait d'autres choses dans les conférences qui avaient retenu ton attention, Matt, et que tu avais partagé un petit peu par message. Je sais pas si tu peux revenir un peu dessus. Oui, une présentation de la firme Zenica, en fait de Kylian Bello, qui nous a parlé d'éco-conception, concept qui m'intéresse depuis plusieurs années. J'ai acheté le livre Green IT et je m'en rappelle plus son créateur. Je le rechercherai, je vous le mettrai dans les notes de l'émission. C'est un concept qui date de 2012. Hein. C'est vraiment pas nouveau. Mais pour qu'on commence à en parler au web à Québec sur des tendances de 10-20 ans qui nous sont présentées, il y a quelque chose qui débloque. OK? Fait qu'est-ce que c'est l'éco-conception? En gros, qu'est-ce que c'est le Green IT c'est de considérer dans la chaîne de fabrication de ce qu'on fait sur le numérique, cet aspect-là d'écologie dans la conception initiale. Typiquement, la conférence commence avec Kylian, où il nous parle tout simplement des enjeux sur la création des objets. Alors typiquement, pour aller sur le numérique, il faut avoir des objets. Alors il nous parle qu'il y a des gros enjeux, je veux pas vous le rappeler, mais notamment sur certains types de composants pour les processeurs, certains types de composants pour les écrans tactiles, le silicium, le potassium, où il va y avoir des gros enjeux en fait, non, je vais me reprendre parce que je sais qu'il y a Guillaume Boges-Espala, il va me reprendre. Alors je vais le faire comme il faut. Attentif, ouais. C'est ça. Au niveau des processeurs, c'est l'arsenic qui est l'enjeu. Au niveau des batteries, c'est le lithium qui va être l'enjeu. Au niveau des composantes électroniques, c'est le tantal. Puis au niveau des écrans tactiles, alors là, c'est la catastrophe. Gallium, idium, terbium, potassium. Fait que bref, ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir des gros enjeux par rapport au taux de recyclage des composants, voire certains composants qui sont pas recyclables. Ça, c'était pour le recyclage. Il va y avoir un épuisement des ressources. Alors, dans l'épuisement des ressources, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a je vais vous mettre les éléments qui sont en problème, mais il disait que les richesses naturelles sont
sont épuisables. Alors, il va falloir trouver des moyens. Et puis, ce qu'il nous disait, c'est que dans une perspective de 20 à 30 ans, on aurait probablement plus les matières premières pour certains composants électroniques ou plus du tout pour certains appareils, ce qui pose des problèmes sur plusieurs aspects. D'abord, on est de plus en plus dans ce monde numérique-là, et ce qui mettait la table sur l'éco-conception. Parce que ce qui expliquait, c'est que beaucoup de choses qu'on conçoit dans le numérique sont inutiles, voire des fonctionnalités inutilisées. Ok, selon le Standish Group, il estime que 80% des fonctionnalités en général là, sont rarement, voire jamais utilisées. Alors, tu dis, ouais, mais on a dépensé des ressources, on a dépensé du temps, du jus de cerveau aussi là-dessus, plein de trucs pour des choses que 80% seront inutilisées. Il montrait des sites de réservation pour des billets de train, par exemple, où il disait, regardez, ce site-là consomme X ressources pour finalement juste réserver des trains. Puis il dit, je veux réserver un train, mais mon premier pop-up que j'ai sur mon site web, c'est comment louer un véhicule. Il y a des non-sens dans la conception de nos sites web. Il a mis en perspective un élément que j'avais jamais considéré, puis j'avais jamais réfléchi. On parle tout le temps d'obsolescence programmée, puis l'obsolescence programmée, c'est Apple ne supportera plus le iPhone 6S. Oui, ok, c'est bien, mais il y a aussi l'obsolescence logicielle qui entre en ligne de compte. Puis il mettait en perspective une étude qui a été faite sur l'utilisation Windows versus Microsoft, qui dans les années 98 prenait un tel nombre de CPU pour rouler, tel nombre de RAM pour rouler, et que maintenant, en 2019, c'est le chiffre, c'est des centaines de fois plus pour faire à peu près les mêmes usages. Ouais, c'est sûr que les prérequis d'installation d'un système d'exploitation, Windows, mais d'autres d'ailleurs, aujourd'hui, sont évidemment gargantuesques par rapport à ce qu'on faisait avant. Après, est-ce qu'on fait, la vraie question de fond, c'est est-ce qu'on fait vraiment la même chose? Parce que oui, sans doute que dans l'immense majorité des cas, ouvrir des dossiers, copier des fichiers, les déplacer, etc. Bon, oui, c'est des usages socles qu'on attend d'un système d'exploitation. Après, il y a évidemment des applications sur lesquelles le raffinement graphique, la réactivité, les interactions avec d'autres applications font qu'il y a beaucoup d'usages qui sont arrivés. Mais quand même, ça pose question de voir de telles ressources pour simplement des fonctions un peu socles, quoi, quelque part. Ben, c'est là où on nous amène sur l'économie de l'attention puis la sobriété numérique. Fait on met en relation plusieurs choses, c'est-à-dire que on utilise visiblement que 20% des fonctionnalités, mais pourtant le 80%, le delta, fait qu'on est obligé de changer de plus en plus souvent des appareils. Fait que c'est là où on parle de sobriété numérique. Tu sais, il expliquait que typiquement, c'est pas nécessairement le cloud l'enjeu dans ce qu'on voit sur Internet. C'est dans le problème des gaz à effet de serre, si on parle de ça par exemple, le problème, c'est plus dans la fabrication des terminaux que le réseau ou les data centers. Et pourtant, combien de personnes me disent « Ah ouais, mais il faut faire le ménage de tes emails. » Oui, mais c'est vraiment le dernier truc que tu vas faire quand t'as tout bien réglé avant, tu comprends? Fait il mettait beaucoup l'aspect là-dessus là, sur la sobriété numérique, mais en amont de ça, évidemment, c'est la consommation des appareils dont on a parlé longtemps. Fait, juste parler je vais toujours parler de sobriété numérique. On parle de quoi, sobriété numérique? C'est d'utiliser ce qu'on a de besoin. Mais ce qui explique aussi, c'est qu'il y a les espèces de dark patterns qui sont arrivés pour nous obliger à consommer, qui utilisent des problèmes d'humains qu'on a, c'est-à-dire la peur de manquer des choses, qui utilisent des codes avec des alarmes, des alertes, des petits boutons rouges sur ton icône qui fait que tu as envie d'y aller, des notifications, des recommandations, des scrolls infinis qui fait que tu consommes encore de plus en plus de trucs sans forcément en avoir besoin. Alors, on a vu que tu utilisais juste 20%. Bon, on va essayer de trouver des façons pour que tu consommes encore plus. Et c'est ça qui est super intéressant. Je vous l'apprendrai pas, hein, vous qui écoutez Tech Café, le FOMO, le principe d'avoir peur de manquer de trucs, de jouer sur certains biais.
certains sites sont conçus et répandus avec des dark patterns pour augmenter l'engagement, mais c'est l'engagement pas pour que ça aille mieux pour toi, ça aille mieux pour le site, pour que tu consommes peut-être plus. Le temps passé sur le site, la quantité de contenu consommé, en plus de l'approche douteuse que ça entraîne, ça engage de plus en plus d'impacts environnementaux. Et puis, à la fin de la conférence, il nous expliquait qu'il y a des outils que vous pouvez installer pour quantifier les effets que votre site, par exemple, a sur l'environnement. Puis, il y a des espèces de codes qui ont été faits par la Green IT Foundation. Je sais pas si je dis ça comme il faut, mais il y a un outil qui est fait sur Chrome que vous pouvez installer et que vous pouvez vérifier l'impact environnemental de votre site web. Et puis là-dedans, ils vont vous donner des bonnes pratiques de développement. Alors, si vous êtes intéressé à ça, si ça vous parle, il y a des façons de faire que votre site soit moins énergivore, consomme moins, ou même qu'il y ait des fonctionnalités intéressantes. Je vais te donner le lien, il y a des principes, 140 principes d'éco-développement, d'éco-conception, et puis en plus le petit plugin que vous pouvez installer dans Chrome pour voir le résultat. Alors moi j'ai passé le test de mon site web à ce test-là. Alors profduweb.com, je m'en tire avec une très bonne note parce que il y a pas grand-chose, il y a pas de fonctionnalité. Mais par contre, mon blog qui est sur Medium est catastrophique. J'ai une note de F avec une incidence incroyable. Et là, quand tu te dis, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des solutions centralisées comme ça, puis tout le monde a un impact incroyable. Ouais, ça pose des doutes. Je te laisserai faire le test pour techcafé.fr. Oui, je vais le faire. J'ai peur du résultat. Après, il faut sans doute aussi mettre en perspective le résultat parce que finalement, c'est pas le profil de Matt sur Medium qui amène à ce score-là, c'est l'ensemble de tout médium. Donc quelque part, tu peux te dire aussi, si jamais tu concentres sur un seul et même service qui lui effectivement génère un score vraiment dégradé, mais parce qu'il répond à énormément de besoins et qu'il évite de multiplier les instances pour plein d'utilisateurs, peut-être que finalement ce mauvais score peut être mis en balance. Mais c'est hyper intéressant, je vais installer en tout cas l'extension et je suis sûr que vous qui nous écoutez allez être nombreux à installer le petit plugin Chrome et aller sur le site de votre boulot, votre site perso de votre côté pour aller voir un petit peu le score que ça va vous amener. N'hésitez pas à nous le partager d'ailleurs en commentaire sur techcafé.fr, ce sera assez rigolo d'avoir vos retours là-dessus. Cool. Écoute Matt, est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu voulais nous partager ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur Web à Québec ou des choses à dire? Je vais le redire, et je vais le redire et je vais toujours le dire parce qu'on a des gros problèmes de main-d'œuvre. Et c'était aussi en toile de fond beaucoup comme problématique à adresser au Web à Québec. On parlait de plus en plus d'automatisation, d'amélioration des processus parce que on a de moins en moins de personnel, on a de moins en moins de personnel qualifié. Il y a eu beaucoup de compagnies qui en ont parlé. Il y a eu Vuban, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont fait des démonstrations. Typiquement, on a eu le droit à de l'intelligence artificielle de patate. Hein? Oui. On nous a montré un nouveau système qui a été développé pour économiser l'embauche de 5 personnes parce que de toute façon, on les trouvait plus pour réussir à trier les patates, pour prendre les bonnes patates pour faire ce que tu as à faire. Alors, tu sais, ce qui est bien, le Web à Québec, c'est que ça touche l'industrie au global, pas juste les sites web, et ça nous montre les enjeux et comment on peut les adresser. Notamment, on voit des statistiques nous dire que les secteurs où il y a des problèmes de main-d'œuvre, essayez pas trop d'aller là-dedans parce que d'après l'histoire humaine, ces secteurs-là, généralement, sont fortement automatisés et pour éliminer le plus possible l'humain en arrière de ça. Alors, ça aussi, c'était super intéressant de voir ça. On a eu aussi des présentations qui nous ont transposé dans 20, 30 ans de super ingénieurs qui nous ont montré des concepts qui sont déjà là. Un bout que j'ai trouvé très triste dans la conférence par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux données, c'est que on avait des présentations avec des sondages interactifs. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le présentateur parle, puis là il dit flashez le code QR et répondez à ma question. Et puis on voyait des
des gens qui avaient vraiment abdiqué, par exemple, à la question « Croyez-vous qu'encore en 2022, vous pouvez être propriétaire de vos données? » Et quand tu vois que 95% des gens disent « Non, c'est fini, on a perdu la bataille », tu fais « Oh, wow, c'est incroyable de se rendre... » Tu sais, je suis plus le seul à le penser. Tu vois que visiblement, il y a une certaine partie de la population qui a compris ça et qui abdique tout simplement. C'est marrant parce que la réponse crée presque une dissonance cognitive, parce que si on part du principe que 95% des gens qui répondent ça en ont conscience, ça veut dire que en plus ce sont des acteurs du web, des acteurs du numérique, des acteurs de la gestion de la donnée. Donc s'ils en sont conscients, techniquement, j'imagine que dans leur quotidien et dans leur travail, ils doivent essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que ce ne soit pas le cas. Donc tu vois, il y a quelque chose d'assez ambivalent dans la réponse que tu donnes. C'est d'un côté, oui, on a perdu, et d'un autre côté, on est en train de vous interroger, vous, acteurs du web, vous du numérique, et finalement, c'est vous tous qui avez la main sur ces sujets-là. On pourrait aussi rétorquer le fait que c'est les très très grandes entreprises, les gamins qui ont tellement de poids qu'on peut pas lutter contre eux. Mais c'est marrant finalement cette réaction. Mais elle est assez révélatrice, je pense, du problème que ça engendre de la gestion de la donnée. Ça, c'est clair. Et elle est logique. On a parlé beaucoup, il y a des compagnies qui nous ont montré, exemple, vous avez certainement essayé des chatbots, oui. ces outils conversationnels qui sont absolument médiocres, voire pourris, généralement, sur les sites web. On se moque souvent des chatbots, effectivement. Ouais, c'est ça. Et là, on a une firme qui nous a montré que si on voulait vraiment avoir des chatbots avec de la vraie intelligence, ça allait coûter. Ils nous ont fait des démonstrations. Là. Chaque question pouvait coûter, pour qu'elle soit cohérente, jusqu'à $2 de processeur et $2 de TI en arrière cloud. Et c'est pour ça qu'on avait des trucs médiocres. C'est l'idée là, les concepts sont là, la technologie est là, mais elle est encore inabordable. Alors il y a des compagnies qui nous montrent des API, ces bouts de code que vous pouvez intégrer dans vos solutions. Vous le savez, quand il y a des pannes, par exemple, de Facebook Connect, il y a la moitié des applications arrêtent de fonctionner parce que Facebook Connect est intégré dans plein de sites web et dans plein d'applications, ou Google Connect ou Apple Connect. Et le concept d'API, il est suivant, c'est-à-dire que on va donner le travail d'une partie de ton application à quelqu'un d'autre. Ce faisant, t'envoies aussi les données. Et c'est pour ça que les artisans du web ne peuvent pas dire, ne peuvent pas concevoir le web d'aujourd'hui sans avoir à partager les données, parce que, par exemple, t'as un Google Analytics que t'intègres. Est-ce que tu vas installer un Matomo qui fonctionne beaucoup moins bien sur ton site web, qui est un outil pour avoir des analytics sur ton site web, ou tu vas prendre Google Analytics qui est gratuit? Mais non, tu vas prendre Google Analytics qui est gratuit. Est-ce que tu vas te faire suer maintenant à avoir un site de connexion avec des logins mots de passe, ou tu vas prendre le bouton Google Connect? Non, tu vas prendre un Google Connect ou Facebook Connect. Bref, ma réponse en tant qu'artisan du web, Guillaume, c'est: je ne peux pas contrôler tout, et je ne le ferai pas au même titre que je vais avoir un bouton PayPal. Ouais. Puis le bouton PayPal va envoyer des données de l'utilisation, le bouton PayPal. Tu comprends? Fait que l'industrie du web, qui devrait, selon ta prémisse, travailler à faire attention à ça, en même temps, elle veut avoir des solutions intégrées. Et puis, en plus de ça, c'est le client qui le demande. Combien de sites d'achat je vais, ou avec qui je travaille, ou des partenaires, ils me font: ouais, mais Matt, je veux pas avoir mon guichet. Les gens me réclament le bouton PayPal. Les gens me réclament le bouton pour payer avec Apple Pay. Alors, on est forcé par les usages des gens à intégrer des solutions et in fine, partager des données. Ouais, c'est certain. T'as raison de souligner cette ambivalence entre le concepteur et puis le consommateur qu'on peut être, et qui, au final, a forcément voix au chapitre et a forcément raison. D'où d'ailleurs l'importance probablement d'avoir des solutions de type légiféré, avec des RGPD, des DSA, etc., etc. Mais ce sera dans d'autres épisodes de Tech Café qu'on vous reparlera de ces sujets, comme on l'a déjà fait par le passé. En attendant, on va vous libérer, on va vous laisser passer un excellent week-end avec ou sans podcast.
podcast, mais en tout cas, vous aurez votre dose de Tech Café cette semaine. Merci beaucoup à toi, Matt, d'avoir consacré un petit peu de temps pour nous, avec ton organisation, nos organisations respectives, avec le décalage horaire pour traverser l'Atlantique ensemble. Est-ce que tu peux en profiter pour rappeler aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ou qui voudraient trouver un moyen facile de rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Oui, profduweb.com, c'est pas mal là où il y a tous les liens qui vont bien. Et puis, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, Matt. Merci pour ta dispo. Merci pour ces éléments partagés. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur techcafé.fr, guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours dans un nouvel épisode de Tech Café. Quelque chose me dit qu'on va peut-être parler d'Apple. Donc, évidemment, restez abonnés ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt dans Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.